Nous voici dans les Hauts-de-Seine, dans le 92 à Levallois, l'antre du tennis de table, là où tous les joueurs et joueuses devraient venir s'entraîner pour performer et puis pour venir chercher de la qualité. Je suis à Levallois donc pour la dernière séance d'entraînement avant le départ au championnat d'Europe. Je suis venu faire une très belle séance avec monsieur Stéphane Wesch qui m'avait porté chance l'année dernière avant mon départ au monde. Donc l'idée c'est de venir faire une dernière séance, trouver les derniers repères, repartir avec une jauge de confiance dans le verre afin de se dire ça y est, je suis fin prêt, j'ai envie d'y aller, on y est. Donc voilà, une séance d'1h30 est prévue et puis après on va s'occuper de répondre à la FAQ, répondre aux diverses questions que vous m'avez envoyées. Je vous remercie et on va prendre le temps d'y répondre step by step. Et surtout on n'oublie pas, très important pour la visibilité, le petit like, le petit coup de pouce, le petit abonnement à la chaîne qui va se trouver ici, le petit commentaire que je vais pouvoir aussi aborder de la plus belle des manières et vous y répondre le plus rapidement possible, et le plus important parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a cette qualité de vidéo, le lien ici de notre Quentin Tarantino qui nous fait encore un petit bijou. Merci du fond du cœur. La séance d'aujourd'hui avec monsieur Stéphane Wesch, Weshou pour les intimes, l'idée c'est d'aller chercher un petit peu de rythme, de faire des situations et des exos où je me sens fort. Voilà, des exos où on va se rassurer, de travailler sur les jambes, de ne pas mettre trop d'incertitude au début pour vraiment lancer la séance et me sentir vraiment bien et dans le vert. Et au fur et à mesure, on va commencer à amener un petit peu de jeu libre. Avec Stéphane, évidemment qu'il faut du jeu libre, hein. On favorise l'échange avec le pépère. Et puis après, service remise, 2 petits sets. Et ça sera la dernière pour repartir avec la jauge dans le verre et avec du plaisir avant d'entamer ces championnats d'Europe. Let's go! spécialité. Ouais, je sais. Oui, c'est bien. Hardcore. Un exo égale 6 matchs par équipe d'un coup. Merci Stéphane. J'ai gagné un point. Le mec il a l'impression qu'il est en train de juste de faire un peu de sport. Moi je suis rincé. Il est combien? Hein? Il est combien? Il doit être numéro 30. Donc ouais, français peut-être 10 ou 15. Le champion de France. Ça a l'air facile hein, quand tu le regardes. On n'est pas à 2 mal. Hein.
ce qui est important, c'est que pour sa défense, il rentre un week-end, il a pris 6000. Donc faut aussi le temps que ça... Il sort de compète, il était sur les playoffs entre guillemets de titre de pro pour accéder à la Pro A avec son club de Caen, donc il a quand même enchaîné pas mal de matchs, plus un tournoi à Montluçon, donc il sort grand vainqueur. C'est mon porte-bonheur un peu. L'année dernière à la même période avant les championnats du monde, j'avais fait une séance avec lui. La semaine où je partais, je crois, un truc comme ça. Et puis bah c'est quelqu'un de super gentil, disponible, donc il a eu la gentillesse de me dire vas-y viens. Il y en a un qui est un peu plus fatigué que l'autre, mais donc voilà, on espère que ça porte bonheur pour les championnats d'Europe. C'est d'essayer d'adapter les exos par rapport à la semaine prochaine, parce que quand on joue avec des joueurs de ce niveau là, on veut essayer de se stéréotyper avec des choses un peu complexes, alors qu'en fait il faut se dire que la semaine prochaine peut-être que les joueurs vont avoir un jeu un peu plus simple, donc l'idée c'est d'adapter aussi par rapport à l'adversité de la semaine prochaine, donc on va essayer de la jouer simplicité là. Allez, ce qui est relou, c'est qu'en match, je ne marche jamais bien. Et par contre, c'est le. Ouais, c'est en fait, quand tu le fais, il va super vite. Mais c'est ça. En fait, le paradoxe, c'est que c'est une plaque, j'ai besoin pas, mais c'est des plaques milieu de gamme dures. Donc si j'y vais doucement, j'ai le sentiment de me restreindre. C'est pour ça que tu vois, ça joue sur un one shot. Mais du coup, je préfère pivoter, faire ça. Celle-là, à chaque fois, je l'ai jamais. Ouais. Parce que dans le jeu, j'ai le temps, mais par contre, celle-là. Tu vois, les mecs, les droitiers notamment, les mecs avec les balles plastiques, maintenant, quand je fais fumer, je prends des contre-tops, c'est ça qui est galère. C'est que moi, je sais que je ferais peut-être moins de fautes, donc j'ose pas. Alors que si je l'anticipe, avec les services de gaucher, je peux anticiper un peu quand tu sers pas trop mal. On cède grâce à 5 services. archi coupé par contre. On me dit souvent que c'est vrai que Normalement, on dirait pas. Je fais ça, il va pas la repart et là, il va direct battre. On me dit que ça paye pas trop de mine parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement, mais c'est vrai que j'arrive à la kicker pas trop mal. Bah, ça me sert. Et je vois que les mecs qui font tout ça et que je galère avec mes latéraux, j'essaie de donner une base tu vois, normale où je charlons souvent. Mais tu vois, dès que ça sert trop bien, je galère trop. Moi, j'ai toujours été très mauvais en remise. Moi, la remise. Là où je suis le plus mauvais, je pense. C'est super dur. Bon, après, je suis lucide. Les gars comme toi, je vais pas en jouer là-bas, tu vois, ou à moins que j'aille très loin. Et là, le match n'est pas encore perdu. Hein. C'est exactement ça. Et je pense que je vais essayer un coup. Oh non! Je sais pas si c'est un match ou un entraînement d'exhibition. Vous avez les mêmes games tous les deux. Et on avance pas une cacahuète, mais on remet toutes les balles. On va toute la clavicule, ça avance pas. 3-6. Je me suis fait avoir. Alors on a dit quoi? Trop solide, trop fort le mec, trop solide. Mais laissez jouer tranquille. Hein. Il est trop fort.
Mais ça fait du bien, ça fait du bien. J'avais un peu d'appréhension sur le fait de déjà d'avoir fait les 2 jours de tournoi chelou là, enfin chelou, 2 jours de tournoi durs en tout cas, plus la journée de famille hier, et puis de prendre les bouchons ce matin. Je me suis dit bon, j'espère que ça va le faire quand même ce matin, puis c'était nickel, parfait. J'ai dû mettre 2h15 à peu près pour venir. Donc quand tu es dans la voiture, après tu te gares, après tu es un peu excité, tu essaies de te dépêcher et tout, et franchement non, c'était vraiment nickel, ça fait du bien. Donc là c'était la DER. Du coup là on est mardi, samedi matin l'avion. Voilà, donc là on va essayer de maintenir un petit peu la forme en allant cavaler un petit peu. Mais voilà, là je me sens vraiment bien, ça confirme ce que je pensais. J'ai fait 2 jours de tournoi là, à Alouin, que je salue. Alouin, un tournoi exceptionnel, franchement tellement super gentil. Tout s'est super bien passé. Et puis là c'est toujours une chance de pouvoir jouer avec des joueurs de ce calibre. Là en fait on est à Levallois, c'est l'antre du tennis de table. Il y a un groupe d'entraînement énorme, un historique mondial et européen incroyable, donc c'est trop bien de venir ici. Si j'habitais moins loin, je viendrais plus souvent, comme c'était fait le cas par le passé. Et là ça fait quand même beaucoup de route, mais voilà, au moins je sais pourquoi je viens. Il y a d'autres chats à fouetter, le pépère. Merci. Profite bien de tes vacances. Un peu partout là. Et allez suivre Monsieur Wesh, hein. On le présente plus, hein, mais bon, le vrai champion. Bon, tiens. Vous pensiez réellement qu'il allait pas avoir de mini sponsor? Bande de petits chenapans. Allez, on se retrouve juste après. C'est la minute sponsor. Minute sponsor. Minute sponsor. Bonjour à toutes et à tous. Wow, je pensais pas qu'on me remettrait un jour ce prix, cette statuette. Merci beaucoup. Je tenais tout d'abord à remercier mon équipe incroyable, sans qui ce chef-d'œuvre n'aurait jamais pu voir le jour. Merci à toi, Paul, d'avoir tenu la lampe torche tout le tournage, même lorsqu'elle était éteinte. Merci à toi, Sophie, pour avoir cherché pendant 4 longues journées l'ambiance parfaite et qui a choisi les toilettes de mon appartement. Merci à toi. Merci à toi, Camille, mon fidèle preneur de son, qui a enregistré sa propre voix par accident tout le long. Une belle surprise au montage qui m'a replongé dans ces années merveilleuses où j'écoutais de l'ASMR pour m'endormir. Merci, merci, merci à moi-même pour avoir joué pas moins de 5 rôles principaux. Et ce, sans avoir jamais changé de t-shirt. Un choix artistique, mais qui restera gravé dans les nasales. Mais surtout, un immense merci à vous, les 12 personnes qui ont visionné la vidéo, dont 2 étaient mes parents, qui ont toujours cru en moi. Et que je salue par ailleurs. Coucou, je suis à la télé. Et 4, c'était moi, sur 4 navigateurs différents. Et enfin, pour terminer, ce prix, je le dédie à ma copine, qui m'a dit « Fais ce que tu veux, mais range après ». Ce film a été vu 12 fois, mais la cuisine est propre. On a tous gagné quelque chose. Merci à toutes et à tous, et vive le cinéma. Et pour ceux qui cherchent un vrai réalisateur, avec du vrai matériel, et surtout avec des vraies idées, c'est par ici que ça se passe. Bon, je pense qu'il est l'heure pour nous de se quitter. Je vous laisse avec Tom avec la suite de la vidéo, et puis bah, à la prochaine. Salut. On passe à la FAQ donc pour répondre à vos nombreuses questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, et je vous en remercie. Je vais essayer d'y répondre avec le plus de sincérité et le plus de détails possible. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps de me poser ces petites questions. Alors, question de Darius24. Comment fais-tu pour être relâché en match même quand tu es sous pression? Alors, petit coucou à Darius. Bah écoute Darius, en fait j'ai fait de la prépa mentale depuis janvier, au sein de laquelle j'ai pu apprendre à avoir des petits automatismes et des petites routines quand je sens que le stress monte, sans forcément les dévoiler. Voilà, je me suis créé une petite routine avant les matchs, pendant les matchs et surtout après aussi, parce qu'il peut y avoir de la tension après. Là, il y a des moments au ping où on peut se permettre de prendre le temps d'aller faire baisser cette tension, tous les 6 points à la serviette, les inspirations, la minute après les 7. Donc voilà, j'ai fait de la prépa mentale, donc j'ai mes petites billes, mais je vais les garder pour moi, histoire que vous ne soyez pas tous et tous plus forts que moi à l'avenir. Ensuite, question de Nathan Limousin. Comment se préparer physiquement pour le ping, à la salle ou à la maison? Alors ça, il faudrait, je pense, aussi l'adapter à chaque profil.
Moi j'ai la chance d'être accompagné aussi par mon cousin Sébastien Champion, à qui je fais un gros bisou, qui me permet d'être au top physiquement avec de la course à pied, avec du vélo, avec du renforcement musculaire, gainage, etc. Je dirais qu'à la salle, quand il s'agit de faire de l'explosivité avec des squats, des fentes, du gainage, avec un petit tapis, on peut s'en sortir à la maison. En salle, on peut profiter d'avoir des élastiques, des petites échelles pour travailler un peu le travail de pied. Voilà, je pense que même si tu cherches un peu sur internet, il y a de quoi vraiment progresser physiquement à la maison. Troisième question, Cookie Licotte, une routine pour s'endormir après le sport. Alors c'est vrai que selon les compétitions et selon la tension des matchs, on peut ressentir parfois de l'adrénaline et on se retrouve dans le lit à être comme ça, à pas pouvoir s'endormir. Alors moi c'est pas compliqué, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais moi je prends mon téléphone et je me laisse porter. Je prends ma tablette, je regarde du sport sur YouTube, je regarde un petit peu les réseaux sociaux et à un moment donné ça me fait tomber. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais le moyen digital en tout cas me permet de redescendre pour trouver le sommeil petit à petit. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver le sommeil après beaucoup d'adrénaline. Gizmomo, pour ou contre-essuyer la raquette entre chaque point. Ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Moi mécaniquement et plus sous forme de tic, j'aime bien mettre un petit peu de condensation d'humidité pour l'essuyer. Il faut savoir quand même qu'un revêtement, quand on vient le chauffer un peu, il est un petit peu plus dynamique. Pierrot 3. C'est quoi le moment le plus dur de ta carrière et comment as-tu réussi à le surmonter? Alors le mot carrière, j'ai un peu de mal à l'employer parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été quelqu'un d'extrêmement fort carrière. On pense à quelqu'un qui a eu des titres incroyables, etc. Moi je reste quand même un amateur ou semi-pro il y a quelques années. Le plus dur de ma carrière, je pense que c'est l'année où j'ai joué en Pro B. J'ai eu la chance quand j'étais à Ponto Combo dans les années 2012-13 d'avoir fait une année en Pro B et j'étais en fait très loin du niveau qu'il fallait pour rivaliser. Et en fait j'ai pas gagné un match de l'année. Donc ça a été très dur parce que je me suis beaucoup entraîné. On s'est beaucoup occupé de moi pour essayer d'être le plus performant possible et j'ai pas gagné un match. Donc à l'issue de cette année-là, j'ai pris un coup derrière la tête quand même et j'ai même eu du mal à éprouver du plaisir à m'entraîner. Donc je disais que l'année de Pro B, même si elle a été fantastique parce que j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs extraordinaires et dans un cadre incroyable, ça a été quand même un moment assez compliqué à vivre toute l'année. Ensuite, Sacha Eng, Tiasma, au passage, mon bisou, mon Steven. C'est quoi la plus belle victoire ou le plus beau souvenir de ta carrière? Alors, je dirais il y a deux moments. Et le premier en fait c'est quand j'ai été champion de France UFOLEP, donc il y en a pas mal qui vont rigoler parce que l'UFOLEP c'est un niveau un petit peu moindre, mais en fait j'ai toujours galéré à avoir un titre de champion de France en UFOLEP en senior, on m'est toujours passé dessus au mauvais des moments et là il y a une année où j'ai réussi à gagner ce premier titre qui en a découlé sur d'autres, ça m'a fait vraiment déclic, donc je dirais que ça c'est un des premiers les plus importants et le deuxième ça serait ma première victoire sur un joueur saoulé numéroté 100 français du top 100. Pareil, je ne vais pas le citer parce que le pauvre, il a perdu peut-être un mec qui n'était pas très fort. Mais voilà, la première victoire d'un joueur sous les 100, elle a été très honorifique pour moi avec mon parcours. Donc je dirais premier titre de champion de France UFOLEP et une première victoire d'un joueur top 100 français. Raconte une anecdote improbable liée au ping. J'en ai une. J'ai été à Fontainebleau, année 2006-7 par là, et j'étais avec un coéquipier, Raphaël Landel, que j'embrasse, qui m'a beaucoup aidé dans le ping d'ailleurs, 2m02, 2m03 à peu près. Et on fait une séance d'entraînement, donc on est face à face comme ça, on fait un match, et en fait face à moi, il se retourne sur le côté comme ça, il fracasse une balle contre le mur, et là la raquette elle est partie en pleine arcade. Je me suis retrouvé au sol dans presque un bain de sang. Je suis tombé dans les pommes, 6 points de suture à l'arcade parce qu'en geste d'énervement, j'ai pris sa raquette en pleine tête et je me suis retrouvé à l'hosto avec une tête ensanglantée. Je vous laisse imaginer quand il fallait expliquer à l'infirmière ma raison pour laquelle j'étais là, c'était qu'on avait fait un match de ping et j'avais pris la raquette en pleine tête. Donc celle-là, elle est pas mal. Merci Raphaël, hein, je te remercie. Ensuite, as-tu des regrets dans ta carrière sportive ? Des regrets dans ma carrière sportive. Alors celui qui est tout bête, mais je vais le dire quand même, de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce qu'en fait on se dit toujours, tiens tu as commencé à 13 ans, à 18 ans j'étais pas très fort, hein, j'étais classé 15, j'avais 1500 points. Et on se dit toujours, bah tiens si tu avais commencé à 4, 5 ans, 6 ans, où est-ce que tu en serais, etc. Alors c'est dur de regretter parce que je suis pas décisionnaire à ce moment-là, mais peut-être d'avoir commencé peut-être un petit peu plus tôt. Et regret, mais ça c'est la vie qui fait que, c'est que j'ai pas eu mon père à mes côtés qui est décédé quand j'étais petit, d'avoir pu m'accompagner voilà, dans ces moments que j'aime et que j'ai adoré de tennis de table. Lui qui était un grand sportif, j'aurais aimé
évidemment qu'ils puissent être là dans les moments durs et les moments forts de ma petite carrière de pongiste pour qu'ils puissent vivre ça avec moi à mes côtés. Si tu n'avais pas choisi le ping, quel métier aurais-tu fait? Oh la vache! J'étais dans le ping depuis que j'ai 13 ans, j'ai fait des études de commerce-gestion et en fait j'étais vendeur en téléphonie, informatique et téléphonie dans une enseigne assez connue. Un des magasins a fermé, j'ai eu un licenciement économique, donc ça m'a permis de passer mon brevet d'État et de vivre du tennis de table aujourd'hui. Mais sinon je pense que je serais resté dans ma filière, c'est-à-dire commerce, dans la vente. Donc peut-être que j'aurais été chef de rayon, peut-être chef de magasin, directeur de magasin plus tard, mais je pense que j'aurais gardé ce secteur professionnel si j'avais pas été entraîneur. Alors Ced 77, papa de la famille Maquet, quel joueur ou joueuse t'inspirait le plus quand tu étais jeune? Alors joueur, moi je me suis beaucoup inspiré de 3 gauchers, parce que je suis gaucher, il n'y en a pas des masses statistiquement, mais j'aurais dit le premier Timo Boll, allemand, c'est un numéro 1 mondial, joueur exceptionnel qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs, qui m'a vraiment inspiré de par sa mentalité et son savoir-faire pongiste. Jun Mizutani, un japonais, parce que je me suis un peu identifié à lui dans le système de jeu. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est gaucher, qui joue loin de la table, qui aime bien les rallyes, donc j'aurais dit Mizutani gaucher. Et le tout premier, c'est Shen Qi, un chinois qui a été top 3 mondial, il me semble. Pareil, qui m'a assez impressionné, qui m'a donné envie de poursuivre un petit peu dans le sport. Donc Timo Boll, Mizutani et Shen Qi. Quel a été ton meilleur classement et la plus haute division jouée? Bonne continuation Tom, Lénaïque Payan. Merci Lénaïque, c'est super sympa. Alors mon meilleur classement, j'ai été numéroté 183 français à peu près au mieux. Donc si on enlève les étrangers, peut-être 100 français, nationalité française à peu près. Et la plus haute division, j'ai joué une année en Pro B à Ponto Combo et j'ai joué pas mal, peut-être une dizaine d'années en National 1. NLLM 14, pourquoi tu as arrêté l'UFOLEP? Alors j'ai commencé à 13 ans l'UFOLEP, j'ai arrêté il y a 3-4 ans, donc j'ai fait quand même quasiment 25 ans, entre 25 et 30 ans dans l'UFOLEP. Et j'ai arrêté parce que je commençais à plus y trouver mon compte, ça me prenait du temps. Alors, je voulais passer du temps avec ma famille, mais en fait je dis ça alors qu'en fait je suis quasiment jamais là. Mais voilà, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. C'est une famille qui me manque, l'UFOLEP, avec laquelle j'ai grandi et appris le tennis de table sur les valeurs humaines surtout. Je ne sais pas si j'y retournerai un jour, mais voilà, la raison c'est que ça me prenait du temps et je commençais à plus trop y trouver mon compte. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai préféré arrêter. Salut Tom, penses-tu rejouer en UFOLEP à l'avenir? De Soukia. Soukia, je t'embrasse, on vient de faire un tournoi à Le 1 tous les deux, il a une chaîne YouTube, il faut aller suivre sa chaîne Soukia Ping. Alors, est-ce que je pense rejouer? Je me tâte. Et je pense que je reviendrai quand je serai vétéran en UFOLEP. Vétéran, il y a 5 ans de décalage en UFOLEP, donc c'est à 45 ans. Donc peut-être qu'à 45 ans, si j'ai envie d'aller m'éclater, j'irai repartager des bons moments avec la famille ufolepienne. Mais c'est du 50-50 à l'heure d'aujourd'hui. Mercato, tu as la possibilité de construire l'équipe de ton choix avec uniquement des joueurs que tu as entraînés. Idem avec uniquement tes anciens coéquipiers. Alors avec les joueurs que j'ai entraînés, Robin Keane de Ponto Combo, je dirais Julien Stauber du club de Logne maintenant que j'ai eu HL à l'époque, Lucas Lérisson de Doma parce que c'est un joueur adorable et archi motivé, et un 4e joueur, c'est pas facile, Allez, je dirais pour sa touche de balle Simon Bochet de Ponto Combo. Et avec mes anciens coéquipiers, Kevin Sorbier, un ami de longue date que j'adore, Kéké Sorbier, Baptiste Ansola parce que j'en joue encore avec lui et que c'est un amour. Et un 4e, allez, Cédric Miro. Cédric Miro parce que gaucher, parce que grande expérience et parce que récent marathonien. Ensuite, Boubou77 et Nolan Johnson. Quels sont tes objectifs pour la prochaine saison en équipe et individuel? En individuel, mes objectifs en fait, ça va être de garder mon classement aux alentours de la 400e, 450e place française. Les championnats du monde peut-être l'année prochaine en Corée. Donc ça c'est une compétition aussi, je me tâte un petit peu. Et en par équipe, rester en National 3. Normalement je devrais jouer en équipe 2 à la rentrée pour aller essayer de les aider à monter et leur apporter un peu d'expérience vu que c'est une équipe jeune. Donc monter l'équipe 2 et puis rester en National 3 avec l'équipe 1 de Doma-Sens. Alex Prévost, vises-tu une médaille ou le titre en simple malgré la concurrence, sachant qu'il y a Montero et Karakasevic? Alex Prévost, ça c'est Malon 98, un fidèle de Twitch sur RMC. Une médaille en simple, ça franchement c'est l'objectif, on va dire le rêve, ça serait la médaille. Le niveau il est relevé, alors Alex en fait il y a Montero, il s'est désinscrit.
le portugais, et Karakasevic, il est en 50 ans, donc il ne sera pas là. Mais par contre, il y a Vlasov, un russe, ancien numéro 2-3 russe. Il y a Daoud Chaïb qui doit jouer 60 mondiales, donc ça va quand même être compliqué. Donc par contre, j'ai envie d'une médaille, hein, c'est sûr, mais voilà, je dirais qu'un petit quart de finale, ça serait top. Et par contre, en double, messieurs, avec Victor, avec qui on a fait médaille d'argent l'année dernière, on va essayer de viser un podium avec Victor. C'est l'objectif, ça c'est celui auquel je m'attache le plus. Alexis VGL, quels sont tes objectifs pour les championnats d'Europe? Bon bah Alexis, on fait un petit retour en arrière et voilà, donc médaille en double messieurs aux Europes et si possible quart de finale en simple, ça serait top. Quels sont tes objectifs pour les championnats d'Europe vétérans? On se refait une petite marche en arrière. Où te vois-tu pongistiquement dans 10 ans? Prédiction de classement. Donc dans 10 ans, j'approcherai les 51. Oh la vache, tortue géniale avec la beubare. Alors le classement dans 10 ans, je sais pas combien, mais encore numéroté, ça serait l'objectif. Et prédiction de classement, ouais, bah c'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est physique. Si j'ai encore les jambes à 50 piges et que j'ai pas de problème de dos, je pense que je peux maintenir un niveau vraiment correct. Maintenant, si je commence à avoir des problèmes de dos, de genoux, machin, ça va être dur. Allez, on va essayer, on essaye de retomber dessus, les amis, dans 10 ans. Je compte sur vous, à part si la Terre a rendu l'âme. Je dirais numéro entre 800 et 950 Français. Est-ce que ta chaîne YouTube a changé quelque chose pour toi, ton jeu et ta mentalité? Est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? Bah, moi perso, sur le plan personnel humain, non. Je pense pas avoir changé et j'espère que les gens de mon entourage, ma famille, mes amis ou vous-même me le diront si j'ai commencé à prendre le boulard, comme on dit. Après, ça m'a apporté parce que maintenant, quand je vais sur des petites compètes ou des événements, bah, on a une tendance à me dire bah tiens, je t'ai vu par-ci par-là avec RMC Sport évidemment, mais sinon moi ça m'a rien changé, hein, je pense pas en tout cas. Et pour mon jeu et ma mentalité, pas du tout. Je reste le même. Vous avez sûrement vu la séance, vous allez la voir avec Stéphane Wesh. Je cours partout. Je m'éclate, je m'amuse, je fais du sport, donc l'épanouissement de la pratique et la mentalité non plus. Voilà, en tout cas ça va mieux. Depuis que je suis passé vétéran, je m'épanouis, je peux descendre en classement, c'est pas grave, j'essaie vraiment de m'éclater et de vivre l'instant présent comme si c'était le dernier et ça c'est bien le plus important. As-tu des projets à long terme grâce à ta chaîne YouTube? En fait, la chaîne à la base, c'est pour parler un peu de mon parcours, pour ceux que ça intéresse évidemment, hein, et pour que mes filles et ma famille retombent dessus dans 10 ans. Mais sinon, j'ai pas de projet. L'idée, c'est d'essayer de continuer à alimenter la chaîne. Hein. Une chaîne, ça marche bien quand on l'alimente. Donc, c'est d'essayer d'apporter de la variété, si possible, d'apporter aussi des valeurs. Ça, c'est super important. Et puis sinon, non, j'ai pas de projet, si ce n'est de faire des vidéos un maximum et de pouvoir vous faire vivre un maximum ce que je vis dans le ping, qui est un sport exceptionnel. Un grand merci pour cette FAQ qui a été très riche. Vous avez été nombreuses et nombreux à me poser pas mal de questions. J'espère que ça vous a apporté aussi les éléments de réponse recherchés déjà. Vous avez sûrement pu aussi en apprendre un petit peu plus sur moi. On voit le petit Tom-Tom comme le joueur de ping, mais le Tom-Tom, il a bossé, il a fait des études, etc. Donc ça permet aussi de me découvrir. Mais voilà, un grand merci du fond du cœur pour le temps que vous avez pris à me poser ces questions. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit rituel habituel, le petit pouce pour liker, de lâcher le petit commentaire auquel je me ferai un plaisir comme d'hab d'y répondre et de vous abonner à la chaîne ici. Mais on n'oublie pas notre ami Quentin Tarantino ici parce que c'est lui qui est derrière la caméra et qui fait un travail exceptionnel. Et je vous remercie du fond du cœur une fois de plus pour vos questions. Ça va droit au cœur et ça me donne de la force en tout cas pour attaquer ces championnats d'Europe. On va y aller enfin. Comment ?